Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Nourrir Manger et je suis Bruno Parmentier. Dans cette deuxième vidéo d'une série de 4 sur le réchauffement climatique, nous allons nous intéresser à cette question: en quoi l'agriculture de France et d'Europe va être une victime très importante du réchauffement climatique. En synthèse, avec le réchauffement climatique, la France va être coupée en deux par une ligne qui ira de Bordeaux à Valence. Au nord de cette ligne, comme dans la plupart des autres pays européens, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, les pays du Nord, on pourra produire moyennant beaucoup d'ajustements. Parce qu'il y aura quand même des sécheresses, des maladies, des épidémies. En revanche, au sud de cette ligne, Bordeaux-Valence, il est très probable qu'à la fois en France et dans les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, quoi qu'on fasse, on produira moins parce qu'on devra affronter des sécheresses, des canicules, une diminution de la période de végétalisation, une érosion des sols, des incendies, etc. C'est ce qu'on va voir. Alors, bien entendu, ces inconvénients seront tempérés, seront beaucoup moins forts que ceux qu'on a décrits dans la vidéo précédente sur les pays tropicaux. Mais ils seront néanmoins très importants. Enfin, il faut se rendre compte que dans des villes comme Rennes ou Orléans, il fera le climat actuel de Marseille. Et à Marseille, il fera le climat actuel d'Alger. Et donc, ça va nécessiter de gigantesques efforts pour s'adapter à cette nouvelle situation. Alors, le premier inconvénient, ce seront les canicules. Alors, il faut déjà préciser, la définition de la canicule n'est pas la même en France et au Burkina Faso, bien entendu, à Orléans et au Caire. Bon, en moyenne en France, une canicule, c'est 3 jours à plus de 35 degrés, avec des nuits à plus de 20 degrés, avec des différences, bien entendu. À Paris, c'est 31 et 21, et à Marseille, c'est 35 et 24. Alors, ces épisodes dits de canicule duraient auparavant, au XXe siècle, 2 à 10 jours par an. Actuellement, nous en sommes à 10 à 20 jours, voire 30 par an. Et à partir de 2050, ce sera 30 à 50 ou 60 journées par an. Alors la canicule, c'est quand même pas terrible. Rappelons qu'en 2003, la canicule a fait 15 à 20 000 morts en France. Bon, enfin, en fait, on s'est aperçu depuis qu'ils étaient plutôt morts d'indifférence sociale que de chaleur. Depuis, maintenant, les canicules suivantes ont fait beaucoup plus attention, notamment aux personnes âgées, et la canicule de 2006 n'a fait que 2000 morts, et celle de 2019 n'en a fait que 1500. Mais ça, c'est pour les hommes. Mais c'est très difficile de protéger les plantes. Les champs de blé, par exemple, ils n'aiment pas cette chaleur, surtout dans la période du mois de juin où le grain se remplit. Et donc, quand les plantes souffrent, elles ne produisent pas. Et les baisses de production sont absolument considérables, comme on le verra plus tard. En fait, il faut se rendre compte que la quasi-totalité des plantes françaises ne savent pas survivre à plus de 40 degrés. Les animaux aussi souffrent beaucoup. Et donc, évidemment, plus il va faire très chaud, et plus on va avoir de dégâts dans les plantes, dans les animaux, j'espère moins pour les hommes. Alors, le deuxième danger, c'est l'incendie. Il faut se rendre compte que des températures élevées et des sécheresses prolongées provoquent la transpiration des plantes, la diminution de l'eau contenue dans les sols, et bien évidemment, s'il ne pleut pas, au bout d'un moment, les risques de départ de feu augmentent et la quantité de combustible également. Alors, il y a un indice forêt météo qui qualifie le danger météorologique des feux de forêt. Cet indice a déjà augmenté de 18% depuis la période de référence
80, 2010. Les spécialistes pensent que ça va être 30% de plus en 2040, 75% de plus de risques en 2060. En effet, tous les facteurs s'aggravent simultanément. Fréquence des jours présentant un danger météo, allongement de la saison propice aux incendies, extension vers le nord des territoires exposés à ce danger. Heureusement, en face, on multiplie les mesures de prévention de plus en plus efficaces et aussi, on a des méthodes maintenant de lutte contre l'incendie qui sont relativement plus élaborées. Mais il est quand même à prévoir que dans la moitié sud de la France, les gros incendies de forêt vont être amenés à se multiplier et à gagner le centre du pays. Un rapport de l'Agence européenne de l'environnement estimait en 2020 que l'augmentation de la fréquence des incendies en France pourrait être de l'ordre de 30 à 40% dans le nord du pays et de plus de 40% dans le sud, y compris en Bretagne. Alors, un troisième danger, ce sont les tempêtes. La France borde l'océan Atlantique. La planète se réchauffe en permanence. Les vents dominants viennent de l'ouest. Il est donc à prévoir que la fréquence et la force des tempêtes va probablement augmenter fortement avec des dégâts beaucoup plus importants. Bon, on peut par exemple se rappeler l'année 1999 avec les deux tempêtes, Lothar et Martin, qui ont frappé plus de la moitié du territoire avec des vents de plus de 100 km/h et des pointes à 180 km/h, provoquant des dégâts considérables. 10 ans après, on a eu Xynthia en 2010. Alors, prenons un exemple des conséquences. La plus grande forêt artificielle d'Europe, les Landes. Tiens, on peut se demander pourquoi ça s'appelle les Landes et pas le Bosquet. C'est très simple, il n'y avait pas d'arbres avant. Alors, maintenant on a planté des arbres, c'est 1 million d'hectares, avec une seule espèce. Bon, alors bien entendu, comme c'est des résineux, il y avait énormément d'incendies. Dans les années 50-60, il y a 300 000 hectares qui ont brûlé. Alors depuis, on a mis beaucoup de mesures préventives et pour le moment, il y a moins d'incendies. Mais pour les tempêtes, c'est pas possible. La tempête Martin de 1999 a couché le quart des arbres, 25% des arbres. On a replanté. 10 ans après, la tempête Klaus de 2009 a couché 40% des arbres qui restaient. On a replanté, ok? Il faut se rendre compte qu'il faut environ 40 ans pour récolter un pin maritime. Est-ce que vous croyez qu'on a la moindre chance de récolter des pins maritimes qui ont été plantés dans les années 2010 et qui auront besoin d'une absence totale de tempête jusqu'à 2050? Il faut se rendre compte que la plus grande forêt artificielle d'Europe est carrément menacée, purement et simplement. Elle va redevenir probablement, fidèle à son nom, des Landes. Alors, quatrième inconvénient, la sécheresse. Alors déjà, il faut distinguer 3 types de sécheresse. D'abord, il y a la sécheresse météorologique. Il ne pleut pas. Bon, déficit de précipitation, donc on a des cartes de ce type-là. Effectivement, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines, il ne pleut pas. C'est la sécheresse météorologique. Alors ensuite, il y a la sécheresse agricole qui est une conséquence. C'est la baisse de la quantité d'eau dans les 2 mètres de terre qui sont cultivés. Ça vient évidemment d'un déficit de météorologie, ça vient aussi de la température qui fait qu'il y a beaucoup plus d'évaporation. S'il n'y a plus d'eau du tout dans la terre, les plantes commencent à souffrir très fort. Et puis enfin, il y a la sécheresse hydrologique, c'est-à-dire la baisse du niveau des rivières, des lacs et des nappes phréatiques. C'est la conséquence des 2 autres. Alors, c'est celle-là qui donne lieu à des mesures de restriction d'usage de l'eau. Alors, les mesures de restriction d'usage de l'eau, avant, elles étaient très rares. Maintenant, elles deviennent extrêmement fréquentes. Depuis 20 ans, Météo France observe que
on peut avoir des mesures de restriction d'eau jusqu'à 70 ou 80 départements français, donc la quasi-totalité du pays. Les précipitations, par exemple, tenez, voilà, ça c'est une carte de août 2020. Les précipitations étaient 77% en dessous de la normale. C'est quoi la normale au fait? La normale, c'est les précipitations entre 1980 et 2020. Maintenant, il faut se méfier des adjectifs. Ça n'a plus rien de normal. Pour l'avenir, il faut se rendre compte qu'il n'y aura pratiquement plus d'agriculture l'été en France sans irrigation, même dans le nord de la France. Mais le problème, c'est d'où va-t-on prendre l'eau pour pouvoir irriguer? Alors le cinquième inconvénient, ce sont les inondations. Alors il faut se rendre compte, cette folie, on peut avoir à la fois des sécheresses et des inondations. Ça n'est absolument pas incompatible. D'autant plus que quand il y a des inondations gigantesques en novembre ou en février, toute l'eau s'en va immédiatement dans les rivières et dans la mer, elle n'a pas le temps de s'écouler. Donc ces mêmes rivières qui débordent très fortement au mois de novembre sont les mêmes qui seront à sec de juin à octobre. Donc on peut avoir au même endroit des inondations et des sécheresses. Alors prenons l'exemple du sud-est de la France. Alors la Méditerranée se réchauffe. C'est parfait. On peut se baigner à Cannes, à la Toussaint. Mais tout se paye. Alors on n'a pas de cyclone parce que cette mer est trop petite pour que les cyclones augmentent. Mais néanmoins, pendant que les baigneurs se baignent à l'automne, l'eau s'évapore. Il y a énormément d'humidité. Il suffit que de temps en temps, le vent du sud pousse ces nuages gorgés d'eau vers le sud-est de la France. Et ben, il se trouve que d'un côté, il y a le Massif central, de l'autre côté, il y a les Alpes. Donc le nuage monte, la pluie tombe, c'est des tempêtes, c'est des inondations épouvantables, ce qu'on appelle épisode Cévenol. Et nous avons maintenant pratiquement tous les ans des inondations absolument catastrophiques. Alors parfois c'est à Carcassonne, parfois c'est à Nîmes, parfois c'est à Nice. Mais dans tous les cas de figure, le sud-est de la France ne va pas avoir des cyclones, mais il va avoir des gigantesques inondations de plus en plus fréquentes. Et ce qui est quand même terrible, c'est que cette quantité gigantesque d'eau, on va avoir le plus grand mal à la stocker pour l'utiliser quand on en aura de plus en plus besoin, justement au mois de juillet. Alors en matière d'agriculture, tout cela à la limite est moins grave que ce qui arrive maintenant. Les problèmes sanitaires. Alors en ce qui concerne les plantes, la combinaison de grosse chaleur et d'humidité, au printemps notamment, va faciliter considérablement l'apparition des maladies fongiques ou cryptogamiques, enfin celles qui viennent des champignons. Alors la rouille, l'oïdium, la tavelure, le mildiou, la gravelle, la fusariose, vous savez, il y en a beaucoup. Ces maladies vont affecter de plus en plus gravement la vigne, la tomate, la pomme de terre, l'oignon, le blé, le maïs, enfin pratiquement tout, quoi. Donc on va avoir effectivement à lutter contre des maladies des plantes beaucoup plus importantes. Alors prenons quelques exemples. On a vu depuis 2014 que la production européenne d'huile d'olive, qui représente quand même les 3/4 de la production mondiale, est extrêmement menacée, d'une part par des bactéries, la Xylella fastidiosa, surnommée la lèpre des oliviers, et d'autre part par des insectes parasites, favorisés par une succession d'étés chauds et humides. Et donc, on va avoir le plus grand mal à avoir chaque année des récoltes d'olives. Autre exemple, la célèbre carpocarpe de la pomme. Vous savez, le petit ver qui rentre dans la pomme parce qu'il a envie d'aller manger justement le pépin de la pomme. Eh bien, il va passer de 2 à 3 générations par an parce que il peut mieux se reproduire compte tenu de l'augmentation du nombre de jours dans l'année où il fait plus de 10 degrés. Alors, ça va être pareil pour l'encre du chêne, qui va profiter de la diminution du froid hivernal. Ça va être pareil pour la maladie de Lyme, dont on découvre
qu'elle provoque des dégâts considérables dans la population, qui ne cesse de s'étendre avec la prolifération de la tique. Il faut se rendre compte que les insectes ont une répartition géographique relativement limitée. Au nord, par le froid, au sud, par la chaleur. Au fur et à mesure qu'il y a du réchauffement, non seulement ils peuvent se propager, se développer mieux dans leur aire initiale, mais ils peuvent aller vers le nord. Bon, par exemple, depuis 1993, 31 espèces de ravageurs du palmier ont été recensées sur la côte méditerranéenne en provenance des pays subtropicaux. Alors, ces espèces dites invasives, elles causent de gros problèmes écologiques et économiques, car en général, elles montent sans leurs prédateurs. Et donc, il n'y a pas chez nous d'animaux pour pouvoir réguler leur population. Et en plus, elles peuvent décimer nos populations natives qui ne sont pas en quelque sorte vaccinées contre elles. Tenez, par exemple, nos abeilles sont très sensibles à l'acarien varroa destructeur, qui fait très peu de mal aux abeilles d'Asie, qui sont déjà habituées à cet acarien. Alors, pour nos insectes à nous, les insectes communs, quand il fait plus chaud, plus de croissance, plus de déplacement, heureusement, une vie plus courte. Les invasions d'insectes, par exemple, bien connu, le moustique tigre. Il envahit la France à une vitesse considérable depuis quelques années, du sud au nord. Et puis, malheureusement, ce moustique tigre, c'est le vecteur de virus tels que la dengue, le Zika, le chikungunya. C'est pas terrible, hein? Mais tout laisse à penser qu'il va continuer sa progression non seulement jusqu'au nord de la France, mais la Belgique, l'Allemagne, la Hollande, etc. Donc, nous allons avoir chaud. Bonjour les maladies des pays chauds. Et ne parlons pas des invasions de criquets, dont j'ai largement exposé les dégâts dans la vidéo précédente. Il y a toujours eu des criquets autour de la Méditerranée. Il n'y a pas de raison que ça n'augmente pas massivement dans les décennies qui viennent, avec les désastres écologiques que l'on peut voir actuellement en Afrique. Au total, ces ravageurs, ces pathogènes et ces adventices sont à l'origine de plus de 40% de perte des récoltes mondiales. Il est improbable que nous allons en avoir beaucoup plus. Et nous ne sommes pas du tout sûrs de pouvoir les limiter et encore moins les éradiquer. Alors, on a vu les conséquences dramatiques pour les plantes. Voyons-les pour les animaux. En 2005, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a dit qu'il y a au moins 6 maladies qui vont gravement affecter à la fois l'élevage en France et aussi éventuellement la santé humaine. Alors, allons-y avec le musée des horreurs. La première, c'est la fièvre catarrhale ovine, la maladie de la langue bleue, propagée par un moucheron suceur de sang. C'est peu dire qu'il progresse. Il remonte d'au moins 90 km par degré supplémentaire et il peut monter de 150 mètres d'altitude. Cette fièvre peut tuer 2 à 30% des animaux infectés. Allez, en 1956, elle a quand même tué 200 000 animaux en Espagne. En 2008, elle est remontée au nord de l'Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. En 2017, elle a sévi très durement dans le nord de la France. On a eu le plus grand mal pour la limiter. La deuxième maladie, c'est la peste équine. Alors, la peste équine se transmet à peu près pareil, et elle tue, 90% des animaux. On ne sait pas la soigner. Alors, pour le moment, grâce à Dieu, si j'ose dire, elle est limitée à l'Afrique. Voilà une photo de ce que ça provoque au Tchad, par exemple. On a peur qu'elle remonte vers l'Europe. Et pour le moment, on ne sait pas la soigner. Troisième maladie, la fièvre de la vallée du Rift, qui se transmet elle aussi par différentes espèces de moustiques. Elle remonte, elle est endémique en Afrique. Attention, elle peut aussi affecter l'homme. En 1977, elle a quand même
rendu malade 200 000 personnes en Égypte, dont 600 sont mortes. Au Kenya, en Somalie, en 97-98, elle a tué 600 personnes et des centaines de milliers de têtes de bétail. Alors, tout aussi dangereuse, la fièvre du Nil occidental, transmise aussi par des mystiques, après incubation sur les oiseaux migrateurs venus d'Afrique. Elle a été repérée en l'an 2000 en Camargue. Elle a tué quand même 21 chevaux en 2003 dans le Var, et même des humains ont été infectés. Depuis, elle a frappé au Canada, en Grèce, en Russie, aux États-Unis. Elle reviendra en France, malheureusement, de plus en plus forte. On n'est pas sûr de savoir bien la soigner. Alors venons-en à la leishmanose. Elle est transmise par des diptères, elle se développe chez les rongeurs, puis chez les canards, les canidés, puis elle passe aux chiens, puis elle passe à l'homme. Alors elle est en permanence présente en Afrique du Nord. Mais maintenant, elle touche régulièrement le sud de la France. Les hommes sont piqués, développent des boutons et des lésions irréversibles. Non soignée, cette maladie peut devenir mortelle, même pour les hommes. Alors je ne vous dis pas pour les canards. Actuellement, on dénombre environ 2 millions d'humains qui sont touchés par cette maladie. Pour le moment, c'est plus au sud, mais ça va forcément arriver chez nous. La dernière, enfin provisoire, c'est la leptospirose. Elle est développée par une bactérie qui est présente dans l'urine des rongeurs. Elle passe par le cheptel, elle passe par les chiens, puis elle arrive à l'homme. Elle pourrait se diffuser dans les cours d'eau massivement dans les années où il ne gèlera pas suffisamment. En 2003, on a quand même enregistré en France 37 hospitalisations et 2 décès. On estime à 500 000 le nombre de cas annuels sévères de leptospirose dans le monde, avec un taux de mortalité supérieur à 10%. Elle va effectivement décimer à terme les cheptels et j'espère pas trop les hommes. Alors cette liste qui ressemble un peu à un musée des horreurs pour dire que si on a chaud, on aura les maladies et pays chauds pour nos plantes, pour nos animaux et pour nous-mêmes. Et donc le réchauffement climatique, ça ne concerne pas que les pays tropicaux, dans la mesure où les pays tempérés deviennent un peu légèrement tropicaux. Alors une autre conséquence qui va être extrêmement spectaculaire, c'est la mutation des forêts. La forêt française va changer considérablement au cours du XXIe siècle. Des arbres qu'on croyait installés depuis des siècles, durablement emblématiques de leur région. Tiens, par exemple, le hêtre du nord et de l'est de la France. Il peuple, par exemple, dans un département comme la Meuse, il peuple le quart de la superficie du département. Mais c'est fini. Il n'y aura plus de hêtres dans l'est de la France, il n'y aura plus de hêtres en Normandie. Le problème, c'est de savoir par quoi on va remplacer les forêts de hêtres. Donc, la végétation du sud-ouest, le pin maritime, la bruyère, va remonter jusqu'à Reims. Celle du sud-est, le chêne vert, les oliviers, va remonter jusqu'à Mâcon et Limoges. Et donc, qu'on soit à Mâcon, à Limoges ou à Reims, si on plante une forêt, aujourd'hui, il faut s'interroger sur ce qu'il est possible de planter durablement comme arbre dans ces régions, qui n'est probablement plus jamais les arbres emblématiques de ces régions. Alors, à propos d'arbres emblématiques, les palmiers de la Côte d'Azur, très emblématiques. Malheureusement, maintenant, il y a le charançon rouge. Il n'est pas sûr du tout que les palmiers de la Croisette à Cannes survivent, ni ceux de la promenade des Anglais. Le sud-est va probablement voir disparaître ces palmiers. Alors, dans le sud-ouest, c'est pareil, avec, par exemple, le platane. Le platane, lui, c'est le chancre coloré. On a commencé à abattre les platanes par milliers le long du canal du Midi. Des platanes qui, parfois, avaient résisté plusieurs siècles. Ils ne résistent pas au chancre coloré. Le buis lui-même. Le buis, très emblématique des jardins à la française, Les buis plantés du temps de Louis XIV, c'est fini. Ils sont dévastés par la pyrale. Il n'y a plus de buis du tout dans le château de Vaux-le-Vicomte.
La chenille processionnaire du pin, elle remonte, elle remonte, elle remonte, et elle provoque des dégâts considérables résineux, et je vous rappelle, des dégâts allergiques aux hommes. Elle atteint désormais la Normandie et la région parisienne, mais même en altitude, elle a été vue à 1500 mètres d'altitude dans le parc des Écrins. Alors, heureusement, les plantes peuvent migrer. Enfin, c'est quand même beaucoup plus difficile pour les plantes pérennes que pour les plantes annuelles. La vigne, dans l'hémisphère nord, elle pousse sur une bande d'environ 1500 km qui passe de Vannes à Paris et à Berlin. Eh bien, évidemment que ça va changer. Alors, soyons clairs, si on est viticulteur en Sicile, il me semble qu'il y a du souci à se faire. Bon, en France, on est encore au centre, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Il va falloir changer les pratiques culturelles, il va falloir changer les cépages, le degré d'alcool du vin ne cesse de monter, et puis on va changer de concurrent. Nous allons évidemment avoir nos vins qui seront concurrencés très rapidement par des vins d'Angleterre, de Belgique, de Hollande et même du Danemark. Alors au total, pour manger, on va avoir un véritable problème qui est la baisse des rendements de production végétale. Alors ça commence par exemple l'herbe, le fourrage. Le fourrage devient souvent de plus en plus rare quand il ne pleut pas assez, au printemps ou l'été, ou quand il y a des canicules. C'est ainsi qu'en 2003 puis en 2011, les éleveurs ont gravement manqué de fourrage pour l'hiver. Faute de mieux, il y a une solidarité entre les agriculteurs et les céréaliers leur ont envoyé des milliers de tonnes de paille. Alors la paille, c'est beaucoup moins bon que l'herbe, hein. C'est pauvre en sucre soluble, en matière azotée, en minéraux, en vitamines, mais enfin bon, c'est mieux que rien, avec quelques compléments alimentaires. Et puis, tout le reste a suivi. On leur a donné les pulpes de betterave, le lactosérum, les drèches de brasserie, les pommes, les carottes, les pommes de terre en excès, etc. Ça va se multiplier. Tiens, regardez, fin juillet par exemple 2020, on peut voir sur cette carte que la pousse de l'herbe n'était que de 40% de la pousse habituelle dans le nord de la France et de 50% dans le Grand Est. Comment on va nourrir nos ruminants avec ça? Bon, d'après l'Académie américaine des sciences, chaque augmentation d'1 degré Celsius diminue la récolte mondiale de 6% pour le blé, de 3% pour le riz et de 7% pour le maïs. En France, la réalité, c'est que la progression des rendements de blé et de maïs a été amputée, on estime, de 5,5% et de 4% entre 80 et 2010 à cause du réchauffement climatique. Alors ça, c'est une baisse moyenne. Parfois, elle est catastrophique lors d'incidents climatiques forts. Concrètement, par exemple, on en reparlera, la canicule de 2003, celle, vous savez, qui a tué 15 à 20 000 humains, elle a occasionné une baisse de 8 millions de tonnes de notre production de blé, qui est passée de 37 millions à 29 millions. Mais des baisses similaires de la production de blé en France, des baisses très importantes dues au réchauffement climatique, il n'y en a pas eu qu'en 2003, il y en a eu en 2001, 2007, 2016, 2020. Ça fait quand même 5 très mauvaises années en 20 ans. Et ça va se multiplier. Mais c'est pareil pour le maïs. Quand il fait trop chaud, qu'il n'y ait pas assez d'eau, il y a des chutes très importantes de production de maïs. On a la même chose pour les fruits. Les fruits, il y a des années avec et des années sans. Mais on enregistre évidemment des baisses de production très importantes lors de phénomènes climatiques extrêmes. Par exemple, lors de la canicule de 2003. Ou alors en 2007 pour le cerisier, en 2008 pour l'abricotier. Mais il faut dire que les atteintes sont très nombreuses, les atteintes possibles. Il peut y avoir du refroidissement insuffisant, des sécheresses persistantes, des orages de grêle, un retard de la floraison. Et quand il y a un retard de la floraison, on n'est pas sûr que les pollinisateurs s'en aperçoivent et arrivent au bon moment. La présence de fruits doubles, des branches sans fruits, des défauts de coloration des fruits, des équilibres entre sucre et acidité modifiés, des rendements altérés, un resserrement des périodes de récolte, et puis la prévalence de certains bioagresseurs. Enfin, l'arbre fruitier
peut être atteint pratiquement 12 mois sur 12 par des dérèglements climatiques. Alors en conclusion, l'agriculture est vraiment une victime du réchauffement climatique. Bien entendu, elle sera beaucoup plus victime dans les pays tropicaux que dans les pays tempérés. Elle sera victime de façon tempérée quand même. Mais cette vidéo est pour montrer que malgré tout, elle est extrêmement menacée en France et en Europe si on ne fait pas un effort absolument considérable pour s'y adapter. Et le problème, c'est qu'il faudra faire cet effort pour produire malgré le réchauffement climatique, en même temps qu'on fera, comme on le verra dans la vidéo suivante, un effort pour que l'agriculture et l'élevage réchauffent moins la planète, puisque l'agriculture, elle est à la fois victime et cause du réchauffement climatique. Clair, ça n'est pas parce qu'on mange confortablement aujourd'hui en France qu'on mangera demain. Bien entendu, nous pourrons le surmonter. Le problème, c'est de ne pas le nier et de s'y affronter dès maintenant. Merci de votre attention. Bienvenue dans les vidéos suivantes. Au revoir.